Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. À l'un de l'actualité, la ville-province de Kinshasa a vibré ce jour au rythme des échauffourées, des manifestations qui ont visé entre autres les ambassades des USA, de la France et le siège de la MONUSCO, un moyen pour ces manifestants de dénoncer le silence complice de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, une situation qui a paralysé en outre plusieurs activités commerciales dans certains coins de Kinshasa. Et puis, l'avenue Dima, dans son tronçon compris entre les avenues Lombo Makiadi et Kassavubu, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs commerçants, interrogés ce lundi 12 février, relèvent que leurs activités tournent au ralenti car les clients ne savent pas arriver jusqu'à leurs étalages. Ces derniers lancent à cette occasion un cri d'alarme aux autorités compétentes. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Tout d'abord, cette information. L'Assemblée nationale s'est réunie en séance plénière ce lundi 12 février pour la validation des mandats des élus. Par ailleurs, les députés nationaux frappés par les cas d'incompatibilité prévus par l'article 122 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale disposent de 8 jours pour choisir à dater de ce jour des validations de pouvoir. Après la mise en place de 26 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus issus des élections de 20 décembre 2023, il était question ce 12 février d'examiner ce point à la lumière de rapports respectifs élaborés par ces commissions après bien sûr vérification de la conformité des dossiers et leur confiés aux prescrits de l'article 121 de la loi électorale. Votre commission spéciale a examiné avec attention 32 dossiers des élus de la province du Sud Kivu. Par conséquent, elle propose à l'Assemblée plénière de valider les pouvoirs des élus ci-après. Kamere Lwakaningini Vital, Bahati Lukwebo Modeste. Selon la loi, la Cour constitutionnelle a demandé aux ministres, aux gouverneurs de province et membres des cabinets politiques élus de démissionner de leurs fonctions politiques. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on, cela sera d'application à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas valider un ministre et qui va continuer à assumer des responsabilités au gouvernement. À partir de ce jour, les membres du gouvernement ont 8 jours. D'accord? Pour choisir soit l'Assemblée nationale, soit le gouvernement. Notons par ailleurs que cette décision de la Cour vise à éviter la confusion de rôles, le dédoublement de paiements aux dépenses du trésor public et à prévenir leur conflit d'intérêts et à maintenir l'équilibre de pouvoir énoncé dans la Constitution et d'autres lois de la République. Le chef d'état-major, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a effectué dans le cadre de sa mission de commandement une visite d'inspection aux blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Goma dans le Nord Kivu le dimanche 11 février. Objectif, apporter du réconfort et le message de soutien du chef de l'État à ces derniers. Après diverses réunions au décommandement avec les entités de sécurité de la ville de Goma, le numéro 1 des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, était au chevet des victimes des attaques du mouvement rebelle et terroriste M23, soutenu et financé par les Rwandais dans la partie est du pays. Dans son mot, il a réconforté ses blessés et les a apporté du soutien venant du chef de l'État, tout en les encourageant pour les sacrifices énormes qu'ils ont consentis afin de mettre hors état de nuire les ennemis des terres congolaises. Mokonzi Mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Le chef de l'État vous porte à cœur
raison de ma visite ici. Je suis là pour vous réconforter et vous encourager. Je vous laisse un petit rien vous permettant de vous procurer du savon et autres. Respectez les principes qui nous régissent. Ces atrocités prendront fin d'ici peu. De plus, il a présidé une réunion avec les responsables militaires du Nord Kivu, où plusieurs matériels des guerres des ennemis récupérés lui ont été présentés. Comme le souligne ici les sous-lieutenants Dexter Nzouzi, communicateur de FARDC. C'est ici au centre de coordination des opérations à Goma que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leur supplétif rwandais. À la fin de sa visite à Goma, il a regagné la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, où il a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire avant de reprendre son avion pour Kinshasa. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, la ville-province de Kinshasa a connu ce lundi 12 février des échauffourées, des manifestations qui ont visé entre autres les ambassades des USA, de la France et le siège de la MONUSCO. Une façon pour ces manifestants de dénoncer le silence complice de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. En outre, les activités commerciales exercées pour la plupart par les Indo-Pakistanais étaient par conséquent paralysées. Étienne Lussoumou et Gires Lutété étaient présents. Pneus brûlés, rameaux à la main, c'est l'expression du ras-le-bol de ces manifestants. Les revendications dénoncer les silences complices de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces manifestants ont pris d'assaut le point stratégique de la capitale, à savoir les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la France, le siège de la MONUSCO. Leur répression a vite été contenue par les forces de l'ordre, de quoi attiser leur indignation. On est en train juste seulement de nous plaindre à faire une déclaration forte par rapport à nos supérieurs, nos chefs, qu'ils sachent que nous ne sommes pas d'accord, nous les peuples congolais, nous ne sommes pas d'accord à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Ceux qui sont en train de tuer là-bas, ce sont nos frères. Et les Rwandais et les Américains et les Français, tous, se sont englobés pour aller tuer nos frères là-bas à l'est. C'est là que nos vrais soucis qu'on est en train de se plaindre. Alors aujourd'hui nous avons fait notre manifestation, c'était juste qu'on montrait aux gens que le peuple congolais n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas à l'est de notre pays. À travers cette marche, nous exprimons notre ras-le-bol face à la guerre injuste qui sévit depuis belle lurette à l'est de notre pays. Nous voulons dénoncer aux yeux du monde cette injustice jusqu'à ce que la paix soit rétablie dans notre pays. Rappelons que d'autres marches de protestation sont prévues pour les jours à venir. Les forces navales de la RDC et l'Ouganda ont procédé le week-end dernier à l'échange des pêcheurs appréhendés des deux côtés depuis plusieurs semaines pour violation des limites lacustres entre les deux pays. Certains étaient également accusés de l'usage des filets prohibés, des échanges qui ont abouti à l'engagement de travailler mutuellement sur le lac Édouard, et ce dans le strict respect des lois réglementant le secteur de pêche pour l'intérêt général de deux pays voisins. Images et commentaires. Au total, 14 pêcheurs congolais, 67 moteurs et 7 pirogues ont été libérés par l'armée ougandaise. De son côté, la force navale congolaise a également remis 14 moteurs et libéré 4 pêcheurs ougandais qui avaient été interpellés sur le lac Édouard et détenus dans la cité de Kanyabayonga en RDC. Des échanges qui se sont déroulés en présence de l'administrateur du territoire de Beni, les colonels Euta Omeonga Charles, et du gouverneur du district de KCC en Ouganda, au village Katwe, dans le dit district ougandais. Nous avons récupéré, vous voyez derrière moi, il y a au moins 67 moteurs avec les réservoirs également 67. Nous avons récupéré 14 de nos pêcheurs qui ont été arrêtés ici en Ouganda et bientôt ils vont rentrer à Kavinyonge du côté congolais et nous avons remis 4 Ougandais qui étaient chez nous avec 14 moteurs
et côté congolais, nous avons remis. Ça prouve vraiment qu'il y a une bonne relation et une bonne coopération entre les deux forces et les deux pays qui sont d'ailleurs dans ce que nous appelons opération soutien entre FARDC et... Dans les sous-soucis pérennisés, les relations bilatérales et économiques entre les deux nations, les porte-paroles des forces ougandaises dans cette zone n'ont pas manqué des mots. Nous sommes deux pays amis. Nous vivons toujours en fraternité. Nos deux pays se sont entendus de libérer ces pêcheurs appréhendés de part et d'autre avec leur matériel de travail. Ceci dans le but de pérenniser nos relations bilatérales et économiques. Il s'est de souligner que ces pêcheurs congolais ont été appréhendés le 16 janvier 2024 par la marine ougandaise et ces échanges de pêcheurs immatériels saisis sont les résultats d'une réunion tenue par les officiers militaires congolais, ougandais et les associations de pêcheurs des Kavinyongé depuis le 30 janvier dernier. Mesdames et messieurs, sachez également que l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation a tenu sa première réunion annuelle le samedi 10 février à Djal-Saint-Neur, siège de cette structure. Au cœur de ces échanges, récapituler les activités phares de l'année 2023, les perspectives de cette organisation de la société civile pour l'année 2024 et l'évaluation financière des cotisations des membres, mais aussi l'état des lieux du plaidoyer sur la métrologie et la normalisation en RDC. Dans son mot d'ouverture, Bertin Touba, président de cette structure, a présenté ses vœux à tous les membres et partenaires. Si le bilan de l'année est jugé globalement positif par le numéro 1 de la Promène, il déplore cependant le retard en matière de métrologie et de normalisation en RDC, pourtant facteur clé de la transparence. Par rapport à la situation de notre pays, c'est positif. Il faut dire que le plus grand pas a été fait il y a quelques années quand nous avons réussi à aller au Sénat, à faire obtenir cette proposition de loi qui a été votée. Donc dans tout ce que nous allons programmer comme activité cette année, il y aura aussi le plaidoyer au niveau du Parlement pour qu'on revienne sur cette loi-là. Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui en matière de normalisation ne peut pas être efficace à partir du moment où les textes qui existent dans notre pays sont en contradiction avec les principes de base de la normalisation. Pour sa part, Laura Kouléji, secrétaire de la dynamique jeune et normalisation de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation, interpelle les entrepreneurs congolais, en particulier les jeunes, sur la nécessité de se former et plaide en faveur de l'importance de la normalisation à l'échelle nationale. Les jeunes doivent comprendre les erreurs du passé pour améliorer le futur. Il faut agir, il faut poser des actions concrètes. Il faut se protéger nous-mêmes et les jeunes savent s'adapter facilement. Actuellement, la RDC dispose d'environ 1 millier de normes nationales, principalement issues d'organismes internationaux et régionaux de normalisation. En tant que membre de la Fédération internationale des usagers des normes, IFAN, la Promène contribue activement à la promotion de la normalisation et à la mise en œuvre des normes internationales. Elle prend également part aux ateliers et aux événements organisés par l'Organisme africain de normalisation et l'Assemblée générale des LISO. Le sucre brun de la marque Energy for Life, en provenance de la Zambie, vendu sur le marché congolais, est impropre à la consommation, à en croire Céline Kanyeba, ministre provinciale de l'économie de la province du Haut-Katanga. Ce sucre est une qualité destinée aux industries. Elle rassure par ailleurs que l'interdiction de sa consommation et d'autres mesures sont prises afin de mettre ce sucre hors commerce et promet également des poursuites judiciaires contre les opérateurs économiques qui s'exercent à cette pratique. On l'écoute. Nous avons été informés de la présence sur le marché local du sucre importé de la Zambie, le sucre brun Energy for Life. C'est un sucre qui est destiné à l'industrie, mais que les opérateurs véreux vendent directement à la population pour consommation. Nous avons réuni tous les services qui sont concernés et à l'importation et au contrôle sur terrain et les autorités judiciaires pour que nous puissions nous porter main forte afin non seulement de mettre ce sucre hors commerce, mais aussi de poursuivre tous les opérateurs économiques
qui s'exercent à cette pratique illégale. Une bombe, quand elle tombe, elle peut être entendue et les populations peuvent fuir. Mais ça, c'est un poison qu'on est en train de vendre à la population et on expose la vie de la population à une mort certaine. Donc nous demandons également à la population de faire très attention au sucre qui est vendu sur le marché. Ce sucre brun, il est en granules et l'on peut facilement voir que la qualité, ce n'est pas la qualité du sucre que nous consommons de manière ordinaire. Nous avons déjà commencé ces opérations. Il y a déjà du sucre saisi. Nous continuons les opérations et nous avons les autorités judiciaires qui sont avec nous, qui vont poursuivre les infracteurs. Nous avons des partenaires tels que la FEC, tels que les administrateurs des marchés, qui vont aussi nous aider à relayer l'information auprès de leurs membres afin que tous soient sensibilisés et qu'on puisse réussir la mise hors commerce de ce sucre et protéger ainsi la population. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dimanche 11 février après la collision de deux baleinières sur le fleuve Congo à la hauteur du port Mamaikele et Kombo dans la commune de Maluku dans l'est de Kinshasa en République démocratique du Congo. Des rescapés, une vingtaine, ont été repêchés après cet incident impliquant les baleinières HB Gemena et HB Manifeste en provenance de Kinkole à destination de Mongobele dans la province du Mai-Ndombe. Suivez. La baleinière effondrée sous l'eau, toutes les marchandises noyées sans perte en vie humaine, c'est le bilan d'un cas de noyade survenu le dimanche 11 février 2024 vers 5 h du matin sur le fleuve Congo dans l'un du port de Maluku. Selon les témoignages, il s'agit de la baleinière HB Gemima en provenance du port Kinkole pour la province du Mai-Ndombe qui a connu un accident aux environs de Maluku suite à un vent violent. Cette baleinière avait embarqué en son bord plusieurs personnes parmi lesquelles les hommes, les femmes et les enfants qui sont tous sortis sains et saufs grâce à l'intervention urgente de marins qui ont intervenu avec rapidité lorsque la baleinière s'est noyée, signalant que les sinistrés sont hébergés dans la maison communale des Maluku et n'attendent que l'aide des autorités provinciales et nationales, voire de personnes de bonne volonté pour leur permettre de regagner leurs endroits habituels. Rappelant par ailleurs que lors du compte rendu de la 115e réunion du Conseil des ministres du 13 octobre 2023, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter les naufrages dont les causes principales sont notamment la surcharge de passagers et des marchandises, les mauvais balisages, des voies navigables, la navigation nocturne, ainsi que la non-conformité des embarcations à la réglementation. Ensuite d'émettre un plan d'action afin que le fleuve Congo joue comme voie navigable un rôle moteur de développement économique. Ce journal s'est poursuit. Un collectif d'élus de la province du Haut-Ouélé, dans l'extrême nord-ouest de la RDC, vient de protester contre les éventuelles candidatures de Christophe Nanga pour être reconduit à la tête de cette province, mais aussi pour obtenir un siège au Sénat. Ces derniers l'accusent notamment de mauvaise gestion de la province et pillage des ressources minières en complicité avec son frère et ancien président de la CENI, Corneille Nanga, devenu rebelle. Collectif des élus des différentes circonscriptions de la province du Haut-Ouélé à tous les niveaux, portons à l'attention de l'opinion la déclaration suivante. Dénonçons la gestion calamiteuse de la province du Haut-Ouélé sous son leadership actuel. Demandons que les rapports de la mission IGF en province du Haut-Ouélé soient judicieusement exploités afin de mettre fin à la mauvaise gouvernance dont souffre cette province. Sommes scandalisés par les astuces mises en place par une gestion prédatrice de la province, utilisant malicieusement la fonction de gouverneur des provinces au fait de l'exploitation familiale des gisements d'or de la province en écartant toute concurrence. Il nous revient en effet
qu'avec le prête-nom des frères Christophe Basséane Nanga et Corneille Nanga Yobeluo ont acquis tous deux des carrés miniers qu'ils exploitent à leur profit avec le concours des sujets chinois et ougandais en contradiction avec la loi. Outre les faits si haut relevés, le gouverneur Christophe Basséane Nanga a procédé à des destructions sans préavis des maisons de la population et aller aux érections intempestives des péages de route, avec pour conséquence la flambée des prix des denrées alimentaires, ainsi qu'à la destruction sans préavis des maisons de nos populations, sans compter la destruction durant 5 ans dans le népotisme, le clientélisme, le populisme, l'arrogance, le trafic d'influence, le menace, l'incitation à la haine tribale. Sachez également que l'avenue Dima, qui allonge le marché Ziguida dans la commune de Kinshasa, dans son tronçon compris entre les avenues Luambo Makiadi et Kassavubu, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs commerçants ce lundi 12 février relèvent que leurs activités tournent au ralenti car les clients ne savent pas arriver jusqu'à leurs étalages. C'est ici qu'ils lancent un cri d'alarme à l'intention des autorités afin de prendre des mesures appropriées. Divine Mwenze et Edi Boma nous en disent plus. Certaines artères de la ville de Kinshasa, malgré les projets de réhabilitation initiés par les autorités urbaines et gouvernementales, demeurent dans un état de délabrement avancé et inquiètent les usagers. C'est le cas de l'avenue Dima dans la commune de Kinshasa. Cette voie qui conduit également vers le marché Zikida, reliant les avenues Kassavubu et Bokassa, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Selon les commerçants du marché Ziguida, l'état actuel de cette avenue perturbe leur commerce. Bien qu'ils payent plusieurs taxes, aucune initiative n'a été proposée par les autorités municipales pour l'instant. Je suis ici depuis le matin et je n'ai encore rien vendu. Les clients ne se présentent pas devant nos étalages à cause de l'état de la route qui est très sale et délabrée. Pourtant, nous payons nos taxes et ce percepteurs viennent en un nombre surabondant. Le marché Ziguida part en ruine. La route est impraticable. Les clients évitent de la pratiquer à cause de son état délabré. Nos activités sont donc au ralenti. Les autorités provinciales sont ainsi appelées à prendre des mesures d'urgence pour réhabiliter cette artère. Et pour terminer, la cagnotte du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations est passée de 3,6 à 6,4 millions d'euros, soit 7 millions de dollars américains. Et les champions de cette 34e édition de la CAN, qui s'est clôturée dans la nuit du dimanche 11 février, étant la Côte d'Ivoire, qui est également le pays organisateur. Elle bénéficiera de cette somme. Le finaliste, qui est le Nigeria, percevra 4 millions de dollars américains. Suivez les détails. C'est une information rendue publique quelques jours plus tôt par Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui avait annoncé que la récompense financière pour les équipes ayant atteint les quarts de finale, le demi-finaliste et la finale a été revue à la hausse. Ainsi, les vainqueurs de la CAN 2024 devraient donc toucher 7 millions de dollars américains contre 3,6 millions précédemment, une augmentation estimée à 40% pour les finalistes. Quant aux demi-finalistes, ils repartent de la Côte d'Ivoire avec 2,5 millions de dollars américains et 1,5 million de dollars américains ont été réservés pour le quart de finaliste de cette CAN. À titre illustratif, la Côte d'Ivoire, pays organisateur et vainqueur de cette édition, a donc bénéficié de 7 millions de dollars américains. Et la République démocratique du Congo, qui a atteint la demi-finale, a donc bénéficié de 2,5 millions de dollars américains. Faut-il souligner que si la dotation complète a gonflé de 40% depuis la dernière édition, la CAN reste loin des autres compétitions en matière de récompenses financières. Pour comparaison, la Fédération argentine a empoché 38,3 millions d'euros pour sa victoire lors de la dernière Coupe du Monde.
Lors de l'Euro 2020, l'Italie avait de son côté décroché 8 millions d'euros. Le président de la CAF a rassuré que la Confédération africaine de football est en train de mettre tout en œuvre afin d'amener la cagnotte de la compétition au même niveau que celle européenne ou américaine. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Il s'agit bel et bien de la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec ces titres. IGF retrace 36 millions de dollars de l'execta volatilisé. Nous apprend Africa News. D'après les confrères, après plusieurs pots de bananes rencontrés sur la route, les inspecteurs de l'IGF, renforcés par la réquisition du parquet, espèrent désormais progresser et boucler les contrôles déjà initiés. Aux confrères de poursuivre, il s'agit de 36 millions de recettes générées par l'organisation de la dernière édition de l'examen d'État. En effet, avec plus d'1 million de participants facturés à $30 l'élève, l'édition 2023 de l'épreuve certificative nationale s'est révélée être une vraie mine à billets verts, alors que la destination et l'utilisation de fonds récoltés demeurent floues. Et d'après les confrères, au fur et à mesure que les inspecteurs avancent les pions pour reconstituer le puzzle, le ministre de l'EPST semble monter en gesticulation, écrit le journal. Après la réquisition obtenue la semaine passée, les 3 inspecteurs en mission à l'EPST paraissent de marbre pour accomplir l'ordre du parquet. Durant ces 80 jours, ils devront contrôler la gestion de fonds mis à la disposition de la DINACOP dans le cadre du fonctionnement des écoles et de la prime de gratuité, mais aussi s'assurer de la bonne gestion de fonds perçus à titre de frais de participation à l'examen d'État. C'est surtout le 3e point de la mission qui énerve, selon certaines indiscrétions. En cas d'éventuelle irrégularité constatée dans la gestion de fonds, les inspecteurs doivent donc enquêter et établir leurs responsabilités. Dans le même secteur, il s'y est de signaler, martèle le journal, qu'une précédente enquête de l'IGF avait débouché en mars 2021 sur l'emprisonnement de l'ancien directeur de l'ex-SECOPE, ancêtre bien sûr de la DINACOP, et de l'ancien inspecteur général de l'enseignement, tous deux condamnés à 20 ans pour détournement de fonds publics. Pendant ces temps, sur le terrain, signale toujours Africa News, plusieurs jeunes gens ont brûlé de pneus devant les ambassades occidentales à Kinshasa lors d'une marche de protestation contre l'agression rwandaise. Ces manifestants renchéris l'avenir ont dénoncé la complicité américaine et de puissances internationales dans l'Holocauste congolais, perceptible par leur silence coupable, digne de la foi de l'omerta de la mafia, une tuerie qui dure depuis 30 ans, précise le journal, principalement dans sa partie orientale, dans le Kivu, où plus de 12 millions de Congolais ont payé de leur vie, victimes du capitalisme sauvage américain. Forum des As de son côté titre Mining Indaba, ça me ramène d'Afrique du Sud un contrat de 450 millions de dollars américains. En effet, d'après ses quotidiens, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a paraphé un contrat de 450 millions de dollars américains entre la République démocratique du Congo, la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma Africa Group pour la construction de 180 000 km de routes au cours de 3 prochaines années à travers le 26 provinces et en particulier le 145 territoires de la République démocratique du Congo. Au journal de préciser que le chef du gouvernement a signé ce contrat en marge de la 30e édition de Mining Indaba à Cape Town en Afrique du Sud où il a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le journal note que c'est vraiment un véritable coup d'accélération pour le programme de développement local de 145 territoires, car l'accent sera mis sur les équipements de construction, la réhabilitation de routes et l'entretien qui seront exécutés par le ministère des ITPR.
À Indaba, précise le journal, le Premier ministre a été porteur du message sur la vision du président de la République et du pays tout entier concernant le secteur minier. C'était pour le chef du gouvernement l'occasion de révéler les opportunités qu'offre le contexte du changement climatique et la nécessité de la transition énergétique, les potentialités de la République démocratique du Congo qui apporte au monde les minerais stratégiques indispensable à cette transition ainsi que ses besoins pour la République démocratique du Congo de voir l'exploitation de ces ressources créer 2 emplois au bénéfice premièrement de communautés locales, spécialement de jeunes, grâce au développement de chaînes de valeur ajoutées sur place en RDC avec les investissements responsables attendus notamment dans le secteur des énergies propres et des infrastructures des connexions. Et toujours à cette occasion, précise le journal, le chef du gouvernement a brandi la dynamique de l'assainissement du climat des affaires entamées par les pays avec de réformes courageuses en vue de se mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale pour faciliter ainsi l'activité des investissements, conclut le journal. C'en est fini pour cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de votre attention soutenue. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. À l'un de l'actualité, la ville-province de Kinshasa a vibré ce jour au rythme des échauffourées, des manifestations qui ont visé entre autres les ambassades des USA, de la France et le siège de la MONUSCO, un moyen pour ces manifestants de dénoncer le silence complice de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, une situation qui a paralysé en outre plusieurs activités commerciales dans certains coins de Kinshasa. Et puis, l'avenue Dima, dans son tronçon compris entre les avenues Lombo Makiadi et Kassavubu, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs commerçants, interrogés ce lundi 12 février, relèvent que leurs activités tournent au ralenti car les clients ne savent pas arriver jusqu'à leurs étalages. Ces derniers lancent à cette occasion un cri d'alarme aux autorités compétentes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.